moi c'est Emmanuel Bacry, je suis directeur scientifique. En fait, je suis directeur de recherche du CNRS en maths appliquées, en IA, mais je suis aussi directeur scientifique du LDFAB. C'est en tant que directeur scientifique du LDFAB que je suis là aujourd'hui. Et Lauriane, je te laisse te présenter. Lauriane Banda, je suis chef de projet sciences ouvertes et open source au Alzata Hub, donc du coup je pilote un peu toute la stratégie menée. Et on va vous faire une présentation en deux temps. En premier temps, très rapidement, je vais vous présenter le LDFAB, ce que c'est. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Et puis, dans un second temps, Lauriane parlera vraiment de notre démarche Open Science, plus particulièrement. Donc, on démarre par un constat qui est qu'en France, on a des super belles bases de données de santé. J'en ai cité quelques-unes ici, APHP, INSERM. On a une base sur laquelle je reviendrai un petit peu particulièrement, qui est le SNDS, qui est une spécificité française. On a des très belles bases, elles sont larges, elles sont utilisées pour pas mal de projets de recherche. Ça a été utilisé pas mal pour le Covid notamment. Mais elles sont très largement, de la vie unanime, très très largement sous-exploitées. Et ça, essentiellement, pour trois raisons. Première raison, je vais commencer par la deuxième. Les données sont éparpillées partout. Savoir où et quoi, c'est un enfer. Spécialement si vous n'êtes pas un spécialiste du domaine, c'est vraiment, vraiment un enfer. Et même pour les spécialistes. Deuxième raison, il y a une gouvernance qui est extrêmement complexe, très hétérogène, quelquefois discrétionnaire. C'est courant d'attendre plusieurs années pour avoir accès à des données de santé, et c'est courant de ne pas pouvoir y accéder. Et quelquefois, on ne sait pas pourquoi. Troisième raison, il y a un manque d'interopérabilité. Ça veut dire qu'il y a des bases de données qui devraient se ressembler dans le sens qu'on parle de la même pathologie, mais sauf que la pathologie n'a pas été codée de la même façon. Quand vous réunissez les bases, c'est un enfer pour les faire discuter ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Ces problèmes-là, ce n'est pas une spécificité française. Tout le monde est confronté à ça, tous les pays sont confrontés à ça. Donc, au Health Data Hub, en fait, on essaie d'adresser ces problèmes-là. Qu'est-ce que c'est le Hub? C'est un groupement d'intérêt public. Dans son AG, il y a 56 parties prenantes qui sont regroupées en 9 collèges que vous voyez inscrits ici. On pourra vous faire suivre les slides juste après. Je ne vais pas lire tous les collèges ici. Le but, c'est quoi? Donc, ça a été créé il y a 2 ans. Le but, c'est de faciliter l'accès pour que les chercheurs puissent opérer de la recherche d'intérêt public, des chercheurs académiques ou des chercheurs d'entreprises privées. Et la mission est divisée en 4 sous-missions: devenir un guichet unique d'accès à une liste importante de bases de données qui sont potentiellement très impactantes, de bases de données santé potentiellement très impactantes. Cette liste, elle est mise sous la forme d'un catalogue qui sera publié prochainement et par un arrêté et qui sera mis à jour régulièrement. Donc il y a ce catalogue de données. Pour pouvoir opérer de la recherche d'intérêt public sur une plateforme, donc ça c'est la plateforme du Hub qui est hautement à l'état de l'art, sécurisée et scalable, on reviendra dessus. Et on a aussi une autre mission, qui est un petit peu indépendante de ces missions-là, qui est l'animation de l'écosystème, aussi bien à un niveau national qu'à un niveau international. Alors, je reviens rapidement sur le catalogue. Donc, au centre du catalogue, vous avez les données du SNDS, cette fameuse base dont je parlais. Très rapidement, c'est quoi? C'est en gros la base de la carte vitale. Donc, ce n'est pas une base clinique, il n'y a aucune donnée clinique, c'est que des remboursements de soins. Mais en France, on a la chance qu'à peu près tout le monde est remboursé partiellement d'à peu près tout. Donc en fait, c'est une base exhaustive, ce qui fait que c'est unique, c'est vraiment unique. Elle est utilisée largement pour faire de la pharmacopédémiologie. Mediator, c'est ça qui a confirmé l'influence de Mediator. Deuxième chose, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a 2 semaines, une étude très très belle de Epiphar, impact du vaccin Covid sur 22 millions de personnes. C'est la plus large étude qui est faite dans le monde. Ça a été fait en France. Donc c'est vraiment unique comme base. Donc ça, c'est évidemment au centre du catalogue. Mais dans le catalogue, on va trouver aussi, bien sûr, maintenant des vraies données cliniques, de cohortes, de registres, des données hospitalières, et tout ça qui va pouvoir être chaîné à cette base nationale. Et donc, vous allez pouvoir avoir des informations de contexte. Vous avez une base, je ne sais pas, de mammographie ou quoi que ce soit. Vous apprenez en chaînant au SNDS ce que la personne avait avant, qu'elle prenait comme médicament, quel type de pathologie elle pouvait avoir et ce qui s'est passé après. Donc, c'est extrêmement important aussi. Et donc, on va avoir une liste, dans le premier arrêté, on va avoir une liste d'une vingtaine de bases du catalogue, de bases diverses dans le catalogue. La plateforme, donc, quand vous accédez aux données, vous accédez à distance sur une plateforme sécurisée, dans une bulle sécurisée sur laquelle vous avez exclusivement accès aux données dont vous avez besoin. Ce sont des données qui sont non directement identifiantes, bien sûr. Vous n'avez pas le nom de la personne, numéro de sécu ou quoi que ce soit. Mais par contre, ce sont des données individuelles, ce qui est très important pour faire de la recherche. Donc c'est ce qu'on appelle des données qui sont pseudonymes, parce que potentiellement, c'est indirectement identifiant. Si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez chercher à le retrouver. C'est formellement interdit.
Vous êtes entièrement tout ce que vous faites est entièrement logué. Il y a des audits réguliers. Si vous êtes surpris à un moment donné pour avoir essayé de réidentifier quelqu'un, c'est une faute pénale. Donc c'est pas un petit truc. Et évidemment, vous n'avez pas le droit de sortir les données. C'est hautement sécurisé. C'est suivi par l'ANSSI, bien sûr. Et il y a eu, il n'y a pas longtemps, un audit de la DINUM qui a dit qu'on avait une sécurité d'une efficacité inégalée en France aujourd'hui. Donc c'est extrêmement bien sécurisé. Vous voulez accéder aux données, qu'est-ce que vous faites? Vous déposez votre protocole scientifique au hub qui joue là juste le rôle de guichet. Nous, on passe ça à un comité qui est indépendant, qui va valider scientifiquement et éthiquement votre projet. Si c'est OK, ça va être passé à la CNIL. La CNIL va vérifier effectivement s'il y a eu consentement, etc. Enfin, va faire toutes les vérifications en bonne et due forme. Et c'est la seule institution qui peut vous donner l'autorisation de effectivement faire votre projet. Une fois que vous avez l'autorisation de la CNIL, on conventionne avec vous, on ouvre la bulle sécurisée et vous pouvez commencer à travailler. La bonne nouvelle, qui est vraiment une spécificité française aussi, c'est qu'en fait, c'est entièrement gratuit pour tous les chercheurs académiques du public, du monde entier. Vous n'avez rien à payer. En général, c'est assez cher, ce genre d'accès. Je termine juste par ce slide avant de passer la parole à Lauriane. Pourquoi est-ce que les gens vont dans le hub travailler? Pourquoi est-ce qu'il y a des producteurs de données qui sont d'accord pour mettre leur base dans le hub? On travaille aujourd'hui avec plus de 70 producteurs de données qui ont un accord de principe pour mettre leur base dans le hub. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir dans le hub? Essentiellement, il y a deux typologies de réseaux. La première, c'est justement un chaînage de la base. Vous avez une base de données et vous voulez la chaîner, c'est très important. Je vous donne un exemple de projet qu'on accompagne. On en accompagne à peu près 50, et ça, c'est quelque chose qui croît exponentiellement. Un exemple de projet porté par une start-up. Ils récupèrent des données temps réel de pacemakers, de plus de 10 000 pacemakers. Ils ont envie de faire un algorithme qui va prédire une complication cardiaque. Mais ils n'ont pas l'information de complication cardiaque sur leurs données de pacemaker. Ça existe sur le SNDS. Donc ils amènent leur base, on chaîne avec le SNDS et du coup, ils ont les bons labels, ils peuvent entraîner leur algorithme. Deuxième cas d'usage, vous avez des données en général multicentriques qui sont assez volumineuses, dans plusieurs centres, souvent de l'imagerie ou de la génomique. Et vous voulez travailler sur l'ensemble de ces données, vous avez besoin de grosses puissances de calcul, vous n'avez pas de plateforme pour tout mettre. Et donc là, on a par exemple, plusieurs exemples comme ça. Donc là, des IRM de prostate, plus de 10 000 sur 5 centres qui viennent, ils ont besoin de beaucoup de GPU. On est largement scalable pour pouvoir accueillir ce genre de choses. On n'a pas vocation à centraliser toutes les données de santé des Français. Ce n'est pas du tout la vocation. Si un jour, il y a un chercheur qui dit « moi, je veux travailler sur les données du CHU de Lyon et je n'ai pas besoin d'une grosse puissance de calcul », il va demander l'autorisation. Une fois qu'il aura l'autorisation, il ira sur le DS, sur l'entrepôt de données de santé du CHU de Lyon, il va faire son calcul. D'accord ? On a vraiment une vocation de plateforme nationale dans ces deux typologies-là, où on ne va pas répliquer une puissance de calcul monumentale à l'échelle de tous les CHU et de toutes les institutions de santé, ça n'a pas de sens. Et évidemment, on ne va pas s'amuser à faire un système de chaînage aussi qu'on va multiplier par 1000 dans toutes les institutions de santé. Voilà, j'en ai fini pour la présentation générale et je laisse maintenant la parole donc à Lauriane. Donc, comme Emmanuel vous l'a présenté, le SNDS, c'est une base qui est extrêmement complexe puisqu'elle va contenir 1,2 milliard de feuilles de soins par an. Donc, par feuilles de soins, on entend les feuilles de soins en version papier, mais également tous les passages de carte vitale. Ça représente également 11 millions de séjours hospitaliers par an et au total 250 téraoctets de données. La structure est un petit peu complexe à utiliser et à comprendre pour des débutants puisqu'elle représente plus de 180 tables et plus de 4500 variables. Donc là, il y a juste certaines tables, il en manque plein encore, il en manquait bien une cinquantaine à peu près. Et tout ce qui est vocabulaire, nomenclature et terminologie sont vraiment des systèmes qui sont français et qui sont spécifiques en fait à nos données, ce qui fait qu'on peut avoir des problèmes d'interopérabilité avec d'autres bases de données. Donc, au tout début, il y a à peu près 1 an et demi, quand on a lancé la démarche Sciences Ouvertes, cette démarche est lancée puisqu'on a identifié plusieurs verrous qui faisaient que finalement le SNDS pouvait être sous-exploité dans des projets de recherche. Le premier, c'était une complexité réglementaire d'accès aux données. Le deuxième, c'était une complexité dans l'utilisation des données, puisque le schéma est extrêmement complexe. Donc finalement, il va y avoir de nombreux biais et de nombreuses difficultés dans l'interprétation des données. Et également tout un problème de valorisation des personnes qui pouvaient ouvrir des ressources ou des connaissances.
Donc pour ça, on a structuré la démarche autour de 5 chantiers et l'objectif est vraiment de favoriser le partage sous licence ouverte de ressources, que ce soit sur le SNDS historique mais également d'autres bases de données. Donc pour l'instant, on a commencé avec le SNDS historique. Et ces chantiers sont tout ce qui est gouvernance et partenariat, outillage et maintenance, animation, formation et support, standardisation et open data. Pour vous donner un peu plus de détails, dans tout ce qui est gouvernance et partenariat, l'objectif c'était vraiment de réunir tous les principaux instituts publics en santé autour d'une démarche commune de partage des ressources et des connaissances. Donc pour ça, on a mis en place une gouvernance ouverte où notamment il y a par exemple dedans Santé publique France, l'assurance maladie, les ARS ou l'adresse. On essaye également de mettre en place de nombreux partenariats. Donc par exemple cette année, on en a mis en place avec Retiam qui est un réseau d'experts du SNDS. Et il y a également une sensibilisation à la démarche science ouverte des projets pilotes. L'objectif étant vraiment de favoriser l'ouverture du maximum de résultats lorsque la recherche est terminée. Toute la partie outillage et maintenance, ça va être une série de 8 outils. Donc tous les codes sources sont disponibles sur le GitLab du Health Data Hub et sont centrés autour d'une documentation collaborative. Donc cette documentation, ça va être une documentation qui va comporter des fiches techniques d'utilisation du SNDS. Par exemple, comment identifier des bénéficiaires dans le SNDS, comment travailler sur les détenus, comment travailler sur tel type de médicaments. Et il va y avoir également dedans une librairie de programmes. Donc là, on essaye de constituer une bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé. L'objectif, c'est vraiment de mettre à disposition des algorithmes qui soient communs, par exemple de sélection d'une population ayant une pathologie. Et la difficulté étant que finalement très peu d'algorithmes sont ouverts et encore moins sont validés, donc on ne sait pas la validité de ce qui sort de ces algorithmes. Donc là, par un appel à manifestation d'intérêt qui a été publié en juillet de cette année, nous avons sélectionné 4 lauréats pour valider des algorithmes et il va y avoir également 2 nouvelles vagues de sélection sur l'année de 2022. On a un dictionnaire interactif des variables qui permet de comprendre un petit peu la structure du SNDS, donc le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, mais de manière interactive, et un générateur de données de synthèse. L'avantage des données de synthèse, c'est que ça permet de travailler sur le schéma des données, mais sans toute la complexité réglementaire, donc sans le passage CESRES et CNIL, ce qui fait que lorsqu'on demande accès aux données, finalement la procédure dure à peu près 6 mois. Donc on peut mettre à profit ces 6 mois pour travailler sur les données de synthèse et se familiariser avec le schéma. C'est également des données qui peuvent être utilisées pour des projets d'enseignement. Le seul inconvénient pour l'instant, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de cohérence médicale. C'est-à-dire qu'on a pu mettre des statistiques qui étaient en open data sur les médicaments qui étaient les plus donnés ou les actes médicaux les plus pratiqués, mais relier et faire une corrélation entre les médicaments les plus donnés et les actes médicaux, c'est extrêmement compliqué. Et c'est notamment un projet que mène Emmanuel en collaboration avec l'INRIA et la CNIL. Le troisième chantier est tout ce qui est animation, formation et support. Donc on essaye à peu près de programmer un événement par mois sur le site Meetup, où soit on présente des outils qu'on a ouverts, soit on présente des algorithmes ouverts par d'autres chercheurs ou d'autres instituts publics. On a également mis à disposition des notebooks pour se former au SNDS, donc ils sont basés sur les données de synthèse et qui sont vraiment des exercices qui permettent de s'initier aux données et qui reprennent vraiment des programmes qui sont utilisés sur les données réelles. On a un forum pour pouvoir discuter, donc le forum est accessible et ouvert à tous, il n'y a pas besoin d'inscription, donc c'est pour favoriser les échanges entre les experts et d'autres experts ou des débutants sur le SNDS. Une cartographie SNDS, l'objectif c'était vraiment de pouvoir proposer un site internet qui va lister toutes les publications scientifiques issues du SNDS. Donc techniquement ces publications scientifiques on peut les retrouver sur PubMed, le problème c'est qu'il faut taper les bons mots-clés et finalement ça rend un petit peu compliqué lorsqu'on veut comparer quel chercheur travaille avec quel chercheur et quel institut a l'habitude de publier avec quel autre institut. Donc ça, c'est un outil qu'on va ouvrir très prochainement avec des graphiques d'auteurs et de la recherche d'articles par mots-clés permettant d'identifier vraiment les potentielles collaborations. Et le dernier point, ce sont des data challenges. Donc un premier data challenge de type Kaggle a été organisé l'année dernière en 2020 et il a été co-organisé avec la Société française de pathologie et il portait sur des lames numérisées de biopsie de col de l'utérus. Tous les lauréats qui ont bénéficié d'un prix devaient partager les algos qui avaient été développés en open source. Et là, nous sommes en train de travailler sur la mise en open data des lames de biopsie, puisque ça représente plus de 5000 lames, ce qui fait que c'est un jeu de données
qui n'existe pas. En fait, on n'a pas trouvé d'équivalent à ce jeu de données en open data. Le quatrième chantier est tout ce qui est standardisation, l'objectif étant de pouvoir travailler avec des bases de données et des données qui ont été collectées par des personnes différentes ou qui n'ont pas forcément le même schéma et de faire en sorte de pouvoir les faire parler entre elles. Donc pour ça, on travaille sur un projet de standardisation avec un consortium européen qui s'appelle EDEN. Et l'objectif, c'est vraiment, à partir de différents formats de données, transitionner vers un format de données unique, le OMOP CDM, et avoir une méthode analytique unique. L'avantage de ce format OMOP CDM, c'est qu'on va passer du SNDS qui a 180 tables, 4500 variables, à un format qui a uniquement 14 tables, centré sur la table patient, ce qui fait que le parcours patient sera très facilement reconstituable. Et on va également avoir des vocabulaires et terminologies standards. C'est-à-dire que par exemple, si on travaille sur le SNDS et un équivalent en Allemagne, il faut s'assurer que si une personne s'est fait une fracture et qu'on lui a mis un plâtre, il s'est fait le même type de fracture et qu'il a eu le même type de plâtre dans la base de données allemande. Et la dernière partie, qui est un chantier qui est très récent, c'est toute la partie Open Data. Ce chantier provient en fait du Data Challenge avec les lames de biopsie d'utérus, puisque chaque image était extrêmement lourde, fait plusieurs gigas, donc il a fallu qu'on mette en place une infrastructure d'accès. Et on a également toute une aide à la mise en open data, avec notamment un projet qui est porté avec France Asso Santé, qui est la mise en open data de formulaires Covid qui avaient été collectés l'année dernière à la première vague. Pour conclure et vous donner quelques chiffres, donc on a actuellement 1528 membres dans la communauté Meetup. Depuis 2019, on a organisé 30 événements. Il y a 8 ressources de connaissances qui sont ouvertes et qui sont alimentées par 8 contributeurs. Ces outils sont vus de plus de 500 fois par jour, ce qui fait qu'on était un peu surpris parce que c'est quand même assez niche comme sujet. Le premier Data Challenge a attiré 547 participants. Nous avons organisé 2 appels à manifestation d'intérêt pour soutenir les Data Challenge et la validation d'algorithmes. Et toute cette démarche, elle est menée par 4 collaborateurs au sein du LSAT. Très bien. Des questions sur ce super projet. Une question. Je viens de savoir que c'est un projet qui a beaucoup d'acteurs. Est-ce que vous pouvez. Oui, merci. Donc, vous avez une quantité énorme de données. Elles sont où ces données? Moi, la question que je me pose désormais, c'est où sont les données, où sont les serveurs, qui gère les serveurs et quels sont les acteurs en dehors de ce contexte de recherche, quels sont les acteurs qui ont accès à ces clouds? Alors, dans l'ordre, les données sont sur le cloud. C'est un cloud donc Azure. Donc quand on dit cloud Azure, c'est-à-dire c'est les machines Azure. Vous n'avez absolument aucun framework Azure dans l'environnement du Data. Quand vous arrivez, vous n'avez pas accès à la suite logicielle Azure. Vous avez accès à des machines qui sont des machines du cloud de Microsoft, mais il n'y a aucun logiciel Azure parce qu'en fait, il ne passe aucun service de sécurité de logiciel Azure. Donc on est absolument indépendant de toute la suite Azure. C'est une mauvaise nouvelle pour le chercheur, mais c'est des contraintes de sécurité. Les machines sont en France, en région parisienne, toutes les machines. L'entièreté des données sont cryptées. Les clés de cryptage, tout le service sécurité, ça se passe en dehors de Microsoft, en dehors de la société par le hub, par des startups françaises. Par contre, ce que Microsoft a développé, c'est des services de sécurité qui discutent avec nos services de sécurité. C'est ça qui a été long à développer, et c'est ce qui a fait en fait quand on a fait le premier, et encore aujourd'hui, vous n'avez aucun acteur français qui est capable de développer ces services de sécurité dans un temps qui est à peu près raisonnable. Là, ça va commencer à se faire parce qu'il y a eu pas mal de bruit autour de ça, donc ça y est, il y a des acteurs qui se mobilisent. Mais quand on a lancé le projet, OVH par exemple, n'était pas d'accord pour devenir la plateforme de data. Ils ne voulaient pas, ça ne les intéressait pas. Ils avaient 3 services sur les 15 nécessaires et ils ne voulaient pas les développer. Alors pourquoi? C'est leur raison, ils ont des business models et de toute façon ça allait prendre au moins 2 ans ou 2 ans et demi de développement. Donc ça c'est pour... voilà. Évidemment, quand vous travaillez sur votre espace, sur les données, dans le périmètre de vos données, les données elles sont décryptées. Mais elles sont décryptées que dans le périmètre des données qui sont utilisées à un moment donné par les chercheurs. Donc c'est entièrement... Aucune donnée, ça a été, c'est dans le contrat de Microsoft, on a même rajouté 7 ou 8 avenants suite à des demandes du Conseil d'État, etc.
aucune donnée de santé n'a le droit de voyager en dehors de cette plateforme française. La seule chose qui peut voyager, ce sont des données d'administration du système, mais aucune donnée de santé n'a le droit. Donc on ne tombe absolument pas sous les coups de travail psychique, ce genre de choses. On n'est pas du tout dans les cadres de Schrems 2, ce genre de choses. Parce qu'il n'y a aucune donnée personnelle qui peut partir de ces machines qui sont situées sur la France. Quant à qui accède, alors je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Le cloud, il appartient à quelqu'un. Je vous dis, le cloud, les machines sont gérées par Microsoft. Maintenant, il n'y a aucun ingénieur de Microsoft qui a accès aux données de santé. C'est vraiment deux choses différentes. Ils ne sont pas responsables des données du tout. Ils n'opèrent absolument rien sur ces données. Les seules personnes qui accèdent, ça va être le Health Data Hub qui accède aux données, qui a les clés de déchiffrage, avec les partenaires sécurité, donc ça c'est des entreprises privées toutes françaises. Et puis sinon, vous avez les chercheurs qui vont opérer, évidemment, qui accèdent aux données. Ça, c'est sûr. Et des assurances. Et les assurances. Alors vous avez ça c'est dans la loi, vous avez des finalités interdites. Donc, encore une fois, le processus de est-ce que vous avez le droit d'accéder ou pas, c'est pas le hub où on joue juste un rôle de guichet. Vous avez une pipeline de gouvernance, et à la fin de cette pipeline de gouvernance, vous avez la CNIL qui va dire oui ou non, de toute façon. Il n'y a aucun projet qui peut atterrir, qui peut arriver sur la data hub si ça n'a pas été validé par la CNIL. C'est absolument impossible. Donc il y a déjà dans la loi des finalités interdites. Donc, évidemment, dans les finalités interdites, vous avez tout ce qui est publicité, etc. Ça doit être de la recherche d'intérêt public. Donc il faut qu'il y ait un intérêt public. Et ils ont cru bon de répéter dans la loi qu'une des finalités interdites, c'est le scoring des assureurs, etc. Mais en fait, bon, ils l'ont fait parce que je pense que c'est un peu démagogique à le faire, parce qu'en fait, c'est une loi européenne qui existe, où il y a absolument une interdiction totale d'utiliser des données personnelles de santé pour pouvoir scorer une prime d'assurance. Donc, bon, mais ils l'ont répété dans la loi pour être sûr. Et en fait, en pratique, à l'usage, ce qu'on voit, et là, nous, on n'est pas responsable, on voit en fait ce qui passe, c'est qu'en fait, tous les acteurs un peu délicats de type assurance, ils ne vont jamais avoir une autorisation en direct. Il faut qu'ils passent par un prestataire qui va opérer l'étude pour eux, et à ce moment-là, la CNIL est prête à accepter, sinon c'est systématiquement refusé. Aujourd'hui, en tout cas, de fait, c'est en tout cas ce qu'on observe. J'ai une question à vous poser. Moi, sur la radio, j'ai entendu... On entend beaucoup de choses. Allez-y, dites-moi tout et je vous dirai ce qui est vrai, ce qui est faux. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est... Effectivement, c'est que des pharmaciens pouvaient donner des informations, revendre des informations de la carte vitale avec l'identité donc de la personne et la spécification, le contenu de l'ordonnance. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a parlé de cryptographie, et quand les systèmes sont bien cryptés, mais qu'on a des éléments qui coïncident, il existe des algorithmes de traitement. Voilà, c'est ma question. Plusieurs réponses à cette question-là. D'abord, ce que vous dites n'a rien à voir avec le hub. C'est une question que vous posez qui n'a rien à voir avec le hub. Nous, déjà, ce qu'on a... D'abord, nous, ce n'est pas les pharmaciens qui ont accès à nos données. Les données qu'on a, c'est les données du hub. Les pharmaciens n'ont rien à voir là-dedans. Donc, la question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que le hub revend des données? Non, ça, je vous garantis, le hub ne revend pas de données. Les données qu'on a, personne ne les revend à personne. Deuxième chose, c'est que peu de gens ont un accès, en tout cas nous, on a une interdiction formelle dans nos pipelines, à n'importe quel instant, n'importe quel moment, d'avoir des données qui soient directement identifiantes. On n'a pas le droit. Donc les seules choses qu'on a, ce sont des données qui sont pseudonymisées. Donc oui, elles sont réidentifiantes, dans le sens que si vous avez votre voisin qui est allé chercher aujourd'hui un médicament un peu rare à telle pharmacie, vous allez le retrouver assez facilement dans la base en posant la question qui est allé chercher tel médicament aujourd'hui dans telle pharmacie. Là, vous allez retrouver la personne. Maintenant, cette requête-là, si jamais vous la faites un jour dans le hub, c'est pénal, et là, c'est hyper grave. D'accord. Maintenant, l'autre chose, en France, il y a une interdiction de vente de données de santé. Est-ce que vous savez à qui appartiennent vos données de santé? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Vos données de santé, elles appartiennent à qui? Ben non. Elles appartiennent à personne. C'est un attribut de votre personne. Donc, même la notion de vente de données de santé, elle ne veut rien dire en Europe. En fait, c'est une loi européenne. Aux États-Unis, on peut vendre des données de santé. En France, ça ne veut rien dire vendre. Ce que vous pouvez faire, c'est vendre un accès à des données de santé. En tout cas, en aucun cas, vous pouvez vendre les données
données, elles appartiennent à personne. Ça, c'est quand même une notion assez importante. Maintenant, quant à ce que l'histoire que vous racontez particulièrement, ça m'étonne énormément. Mais je sais pas, mais encore une fois, ça ne concerne pas le hub, mais donc je peux juste vous donner un avis externe, mais c'est une information, enfin en tout cas c'est hyper illégal s'ils le font. Voilà. Ça c'est sûr, c'est hyper illégal, il n'y a pas de doute. Maintenant, je ne sais pas si c'est effectivement fait ou pas. Alors quand vous dites que ça n'appartient à personne, c'est quand même stocké quelque part. Non, il n'y a pas de propriété de la donnée de santé. Enfin, dans la loi. D'accord. Mais c'est stocké quelque part, et là où c'est stocké, voilà, ça appartient à... Ouais, attention, c'est stocké quelque part forcément. Oui, ça veut pas dire c'est que ça. appartient à quelqu'un. Oui. Il n'y a pas de loi. De il y a pas de propriété sur ces données-là. loi. Même pas l'État, même pas... Non, Ah même ouais. pas vous. Vous ne Ouais. possédez pas vos données de santé. D'accord. Donc, Et il n'y a pas de ça veut dire faille... que vous possédez vos données. Il n'y a pas de faille juridique du coup là-dedans, que ce soit des données comme ça. Il n'y a pas de faille dans le sens que personne n'a le droit. Il n'y a pas de propriété, donc il ne peut pas y avoir de faille. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des fuites de données, qu'il y a des gens qui volent des données. Ça, bien sûr, oui, on peut voler. Et il y en a eu encore il n'y a pas longtemps des fuites de données. Parce que comment protéger quelque chose qui n'appartient à personne en fait, c'est plus ça la... Non, vous avez deux problèmes différents. Vous avez un problème qui est un problème législatif, et puis ensuite vous avez un problème de cybersécurité. Il y a des cybersécurité, comment on protège les choses. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça, et c'est le métier. Donc ça, on peut énormément protéger. Par contre, ensuite, voilà, c'est intéressant, je pense, de savoir que ça oui, c'est très intéressant. Moi, je ne le savais pas personnellement. Également, on n'a pas le droit de vendre des données de santé. C'est intéressant de savoir ça. Ah oui. C'est en Europe, hein, ça. Merci beaucoup. Alors, j'avais une question là. En tant que chercheur, vous dites que les données sortent pas. C'est-à-dire que grosso modo, je ne peux pas faire d'export CSV pour l'analyser sur ma machine. Donc, ça veut dire que vous fournissez l'infra d'analyse du Jupyter, du RStudio, des choses comme ça, quoi. Vous y allez, vous êtes sur un espace, encore une fois, donc vous n'êtes pas sur Azure, vous êtes sur un navigateur et vous avez un espace de travail Ouais, je connais. Ouais. qui ne fait que s'améliorer au cours du temps. On est jeune, donc pour l'instant, on a mis l'open source standard. Vous avez un Jupyter Notebook, un RStudio. donc du RStudio, Ouais. comme ça. Vous avez accès à du Keras, du Ouais. TensorFlow, du machin, du scikit-learn, etc. Et évidemment, l'offre logicielle ne fait que s'améliorer, mais on a des consignes strictes, évidemment, de certification de logiciel quand on installe un logiciel pour être sûr. Et donc, ça veut dire que moi, en tant que chercheur, je sors quoi? C'est-à-dire, je vais sortir une figure, je vais sortir un graphe, par exemple, si je veux sortir une publication. C'est-à-dire, je veux valoriser cette analyse. Vous voulez sortir des résultats. Ouais. En fait, quand vous voulez sortir des résultats, vous allez poster un ticket. À terme, comment ça va se passer? Vous allez poster un ticket en disant, voilà, je veux sortir ces choses-là. Et vous allez recevoir, à terme, c'est ce à quoi on veut tendre, rapidement, une validation de sortie de votre ticket. D'accord. On va le sortir en gros dans la journée. Vous faites une demande le matin, votre étudiant en thèse dit vous pouvez vous montrer des trucs. Il ne s'agit surtout pas de reproduire des choses qu'on peut voir, enfin moi que j'ai vécu en sciences, hein, où genre votre étudiant il vient, il a fait des calculs, vous dites ah ben montre-moi, 3 jours plus tard il peut ressortir les calculs, vous voyez, puis vous dites ah ben non mais ça va pas du tout, il y a une erreur, et hop on est reparti pour encore. Non, mais j'imagine que l'image, si c'est dans un navigateur web, je peux toujours sortir des images. C'est pas un souci, ça. Mais d'accord. Et ça veut dire donc le corollaire de ça, ça veut dire que une fois que moi je vais publier ces résultats-là, je vais jamais pouvoir publier les résultats bruts en open data, parce qu'en fait, j'ai pas le droit de sortir les données. Je peux sortir les résultats, mais je peux pas sortir les données brutes. Vous pouvez jamais sortir les données, donc vous pouvez pas faire. Je peux pas publier en open data ces données-là, parce qu'en fait, elles m'appartiennent pas et que. Ouais, non, d'accord. Pas qu'elles vous appartiennent pas, c'est que ce serait dramatique. Ouais, d'accord, ok. Oui. Vous avez accès, par exemple, à la liste de tous les tests Covid sur la plateforme Data. Vous n'avez pas les noms des gens, mais vous avez quand même des informations qui sont liées à la prise de médicaments, etc. Donc, vous pouvez faire... La législation américaine est totalement différente. Vous avez une base de données de santé qui est extrêmement utilisée comme benchmark pour toute l'IA en santé dans le monde, qui s'appelle MIMIC, qui est faite par le MIT, et parce qu'ils ont dans leur groupe aussi un hôpital. Et donc, c'est les données de cet hôpital, c'est des données de réanimation où vous avez en fait la description individu par individu de tous les médicaments, la tension, la température, jour par jour, de chacun des individus. Ça, c'est de l'open source. En Europe, ça, c'est des données qui sont pseudonymisées. Elles doivent être sur des référentiels de sécurité. Alors, je voudrais vous poser une dernière question, si vous permettez. Là, votre hub, il est plutôt en output, c'est-à-dire grosso modo, c'est pour récupérer des données de santé, les analyser, etc. etc. Est-ce que vous envisagez de devenir aussi un entrepôt de données? Enfin, ou est-ce que c'est déjà le cas? Parce qu'en fait, aujourd'hui, être labellisé HDS, c'est compliqué. Est-ce que vous avez vocation à récupérer des données génomiques, par exemple, comme c'est fait en Angleterre, etc. etc. Alors, en fait, on a un niveau de sécurité au-dessus du HDS, qui s'appelle le référentiel de sécurité du SNDS. C'est en fait un truc qui est beaucoup plus sécurisé
qui est requérie quand on stocke le SNDS. D'accord? Donc en fait, on a un niveau. Et ce que je disais, c'est dans notre catalogue, oui, bien sûr. On va avoir énormément d'imagerie, on va avoir de la génomique, on va avoir du texte libre, on va avoir des tests de labo, on va avoir énormément de choses de ce type-là. Donc on a des données extrêmement variées. Extrêmement. On n'est pas collecteur de données, on copie des bases qui existent. Ah non, non, on n'est pas collecteur. C'est encore un autre boulot, ça. Et on ne fait pas non plus de production. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un outil de production pour un device médical qui va sortir ou quoi que ce soit. On est là pour de la recherche. Ça, c'est aussi important. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre présentation.